Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Vulgaire un peu spécial parce que j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur, ma commu de personnes LGBTQIA+. Et là peut-être que vous vous dites « Quoi ? Encore ?» Ouais. Oui, mais on va pas se mentir, c'est quand même un sujet qui m'intéresse, dans la mesure où je suis concernée par la première lettre, le L de lesbienne. Et surtout, c'est un sujet sur lequel moi-même, je passe mon temps à apprendre des choses. Donc, je vous en parle, parce que normalement, si vous êtes ici et que vous m'écoutez actuellement, c'est qu'en général, vous aussi, vous êtes un petit peu curieuse, vous aimez bien apprendre des petits queutrus. Allez Marcel, on remonte la piste des fourmis. Qu'est-ce que ça, tu boites? Oh, j'ai fourmi dans les pieds. Je me suis donc dit qu'on allait tous et toutes se refaire un mini mémo parce que finalement un petit mémo c'est comme les gens allergiques au gluten, ça mange pas de pain. Surtout en ce moment dans un monde où la transphobie et l'homophobie est partout. Du coup j'ai même pas regardé sur internet, la plupart des trucs je les connais sauf pour les chiffres, là j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris, là où j'en suis ma petite mise à jour. Donc moi personnellement, Marine, je suis lesbienne. D'ailleurs, s'il y a d'autres lesbiennes qui m'écoutent, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que toutes les vendeuses de Leroy Merlin, elles ont l'air lesbiennes ? Et autre question, les lesbiennes, est-ce que vous aussi, plus ça va, plus vous avez du mal à faire la différence entre une vieille lesbienne et une vieille dame bourgeoise ? Ah, la frontière est mince, vraiment, c'est tenace. Oh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre nature. Être lesbienne, c'est être une femme qui est attirée sexuellement et amoureusement, sentimentalement, par d'autres femmes. Moi, j'ai réalisé que j'étais lesbienne quand j'avais 18 ans. Alors en fait, il s'est passé ça. Moi, j'ai toujours cru que j'étais hétéro et j'ai rencontré une meuf à la fac qui s'appelait Adélaïde et qui, elle, était lesbienne. Puis bon, une chose en entraînant une autre, Adélaïde, elle me parlait de son ex, j'ai fini par être jalouse et un jour, je l'ai embrassée. Voilà. Depuis, je crois qu'on peut dire que je suis lesbienne. J'ai même joué dans un spectacle qui s'appelle La lesbienne invisible, qui raconte l'histoire d'une lesbienne que personne ne croit quand elle dit qu'elle est lesbienne. Et c'est assez marrant parce que les premières fois que je l'ai joué, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, c'est fou, tu fais hyper bien la lesbienne !» Et moi j'étais là, mais je me force pas, pas du tout. La preuve, je vais à Decathlon tous les 5 minutes pour être sûr que j'ai bien tout si jamais je décide de faire un sport que je ferai jamais. Et quand je vais à Leroy Merlin, j'ai une petite émotion parce que... Bref, je vous en ai déjà parlé. Mais c'est leur petit polo aussi, là, noir et vert, là, c'est pas clair. D'ailleurs, pareil, mais tous les baristas hommes des wagons-restaurants dans les TGV, ils ont l'air de faire partie de notre équipe, pardon. D'ailleurs, maintenant, je dis plus « il est dans notre équipe », je dis « il est du wagon-bar ». Cette belle métaphore nous amène au G de LGBT, donc le G c'est gay, un homme qui a du désir pour un autre homme. Ensuite il y a le B de bisexualité, donc en gros ça c'est des gens qui disent on aime les moules et les frites, nous c'est fromage et dessert, slip et caleçon, podcast et radio. Pardon, j'ai essayé de faire des blagues adaptées à l'écoute de l'épisode, mais c'est vrai que c'est pas la folie. La bisexualité, ça se rapproche de la pansexualité, qui est le désir sexuel ou amoureux pour l'autre, quel que soit son genre. Voilà, une personne pansexuelle ne tient pas compte du genre de l'autre. Et j'ai vachement rigolé avec Laura Domange parce qu'elle me disait que pour elle, il fallait garder le B de LGBTQIA+, pour dire bisexuel, et pas le remplacer par le P de pansexuel, parce que sinon ça faisait LGBT et que c'était moins prestige, quoi. Bon, en tout cas, pour info, il y a un drapeau pansexuel, je l'adore, et allez le voir parce que vraiment on dirait le drapeau de l'Allemagne s'il était gay. Ensuite, il y a le T pour les personnes transgenres. Alors sachez que maintenant, on dit transgenre et on dit plus trop transsexuel parce que pendant longtemps, la transsexualité c'était considéré comme une maladie et qu'en plus, genre et sexe, c'est différent. On est avec un sexe, un pénis ou un vagin, et on te dit, en fonction de ce que t'as eu à la naissance, tu seras soit une fille, soit un garçon. Alors dans l'absolu, ce serait pas important si dans cette société, on collait pas à ces deux identités des rôles et des clichés très différents. Le rose, le bleu, la façon dont on va vous élever, dont on va vous habiller, etc., etc. Laissez-moi voir notre poupon. Est-ce un garçon? Est-ce une fille? Mon expertise médicale me permet de voir que la couleur de son pyjama est bleue, c'est donc un garçon ou une fille daltonienne. Pour certaines personnes, le genre qu'on leur a assigné à la naissance leur convient un peu moins que l'autre. Soit ces personnes se disent « moi je ne suis ni l'un ni l'autre », auquel cas on va dire qu'ils et elles sont non-binaires. On pourra même utiliser le pronom « yel » si la personne le souhaite. Soit les personnes se disent « oh bah ça dépend, parfois je suis l'un, parfois je suis l'autre ». Là on dit qu'on est gender fluide, pour les non-bilingos ça veut dire genre fluide, c'est-à-dire qu'on navigue de l'un à l'autre, c'est pas fixe quoi. Soit ces personnes engagent une transition, c'est-à-dire qu'elles actent qu'elles souhaitent être perçues en tant que l'autre genre que celui qui leur a été assigné à la naissance. Transitionner, c'est parfois seulement dire « désormais, je souhaite que vous m'appeliez avec ce nouveau prénom » et « désormais, il faudra dire « elle » au lieu de « il » ou le contraire.
Mais ça peut aussi vouloir dire prendre des hormones, mais ce n'est pas obligé ni systématique. Ça peut vouloir dire changer de corps grâce à des opérations, et encore une fois, ce n'est pas obligé et ce n'est pas systématique. Et puis surtout, ces gens-là ne sont pas obligés de performer le genre. C'est-à-dire que par exemple, moi dans la vie, je suis une femme, je suis pas particulièrement féminine, je mets des jeans, des pulls, voilà. Et ben si je décidais de faire une transition et que je devenais un mec trans, peut-être que je garderais les mêmes jeans, les mêmes pulls, et ça changerait rien sur le fait que j'ai envie de faire une transition. Donc par exemple, c'est pas parce qu'on est une meuf trans qu'on est forcé d'être en robe et de mettre du maquillage. Non, on peut aussi être en jean et en sweat et on reste une femme trans. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il faut jamais poser la question de « Est-ce que t'es opéré ?» Parce que 1, on s'en fout, 2, ça te regarde pas, et 3, moi, est-ce que je t'ai demandé le numéro de ton slip ? Alors, il y a un drapeau trans, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder, vous verrez, c'est exactement les mêmes couleurs que les affiches « Un papa, une maman » de la Manif pour tous, sauf que là, ça prône la tolérance, c'est la différence. Et donc moi, je suis pas transgenre, je suis cisgenre. Ça veut dire qu'à ma naissance, on m'a dit « tu es une fille » et moi j'ai dit « ça tombe bien, ça me convient ». Donc voilà, être cisgenre, c'est être bien dans le genre qui nous a été assigné à la naissance. Et il faut bien se dire un truc important, c'est que les gens qui sont trans vivent énormément de transphobie depuis longtemps. Mais en ce moment, cette transphobie, elle est très très exacerbée, entre autres parce qu'il y a un livre transphobe qui vient de sortir, et qu'en ce moment aussi, il y a eu une proposition de loi qui a été portée par les Républicains. Et là, je vais citer le Parisien pour dire que cette loi, elle vise à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre. En gros, ce texte prévoit notamment d'interdire les bloqueurs de puberté, les traitements hormonaux et les opérations chirurgicales avant l'âge de 18 ans. Et ce texte, la défenseure des droits, qui s'appelle Claire Hédon, c'est une femme qui est nommée par le président de la République, et là je vais citer Wikipédia mon amour, elle est chargée de défendre les droits des citoyens, non seulement face aux administrations, mais elle dispose également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations, du respect de la déontologie, des activités de sécurité, d'orientation, de la protection des lanceurs d'alerte. Bref, tout ça, la défenseuse des droits, elle dit qu'elle trouve ça dangereux et elle pense qu'il ne faut pas qu'il y ait cette loi. Donc c'est bien qu'il y a un problème avec ce truc et qu'en ce moment, la société est particulièrement transphobe. Et même, je vais être honnête avec vous, moi, ça fait pas très longtemps que je suis pas transphobe. Voilà. J'étais pas transphobe volontairement, comme d'autres, comme des gens qui peuvent écrire des livres, par exemple. Mais pour tout vous dire, en fait, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Voilà, transidentité, je la vivais pas. Je connaissais personne de trans. Voilà, je savais pas. Je faisais probablement des vannes, mais c'était maladroit, c'était de la méconnaissance. Et puis, j'ai eu plusieurs personnes de mon entourage qui ont entamé une transition. Donc là, j'ai découvert, j'ai écouté. J'ai été là à des moments où, par exemple, je les ai vus passer des coups de téléphone et je les ai vus faire des démarches. J'ai vu comment ça pouvait être compliqué. Et très vite, j'ai compris un peu plus que sortir de la norme, c'est pas grave. Et que c'est pas parce que la vie des gens me semblait bizarre, parce qu'ils vivaient des choses que je ne vivais pas, que leur vie était bizarre. Un des gros trucs de la transphobie en ce moment, c'est de dire qu'il y a une idéologie trans. Il n'y a pas d'idéologie trans, il y a des personnes trans qui sont différentes, qui font ce chemin d'aller vers un genre qui leur correspond. La seule chose qu'ils et elles y gagnent, c'est d'être bien avec eux-mêmes. Ça ne regarde personne d'autre que ces personnes, donc maintenant, ça serait bien qu'on les laisse tranquilles. On leur dit qu'on les aime, qu'on les soutient et qu'on est là pour elles et pour eux. Maintenant, on va passer au cul de queer. Alors, queer, c'est dur à définir. Être queer, c'est être à côté de la norme, c'est le faire de manière visible. Alors, pas forcément aussi visible qu'une drag queen, par exemple. Mais par exemple, moi, je pense que je suis queer parce que je vis mon homosexualité, je le dis, etc. Donc la plupart des gens pensent donc que par défaut, la personne qu'ils ont en face d'eux est hétéro. C'est pour ça notamment que les gens qui sont pas dans mon équipe LGBTQIA+, ils pensent qu'on fait un coming out une fois et que c'est bon pour tous et toutes. Une bonne chose de faite aujourd'hui. Pour la première fois depuis 16 ans cette nuit, je vais bien dormir. On nous demande souvent de raconter notre histoire de coming out comme si c'était un truc incroyable, mais en vrai, des coming out, moi j'en fais à peu près tous les jours. C'est-à-dire que j'en ai fait à ma boulangère, j'en fais à mon banquier, j'en fais à la belle-sœur de machine qui on me présente parce que c'est dans une soirée. C'est tous les jours en fait des coming out. C'est pas que des coming out, c'est aussi des coming janvier, des coming février, des coming... voilà, etc., etc. Excellent. Dans le cadre du travail, c'est pas facile de dire qu'on n'est pas dans cette norme. Il y a des chiffres qui sont tombés l'année dernière et que j'ai oubliés parce que je les ai notés l'année dernière, donc je ne sais plus d'où je les ai trouvés, mais c'est des vrais chiffres très sérieux. Et ces études, elles disent qu'il y a une personne LGBT+ sur 2 qui n'est toujours pas visible au travail. Parmi les invisibles, 83% le sont pour préserver leur évolution de carrière et 67% pour assurer leur bien-être quotidien au travail. Faut savoir que c'est terrifiant de faire un coming out. Et même si on en fait tout le temps, et même par exemple moi aujourd'hui, je le dis hyper souvent, je le dis de manière publique, je le dis à la radio et tout, faut savoir que j'ai quand même peur de tenir la main de ma copine dans la rue. Ma copine, elle a été avec des hommes,
Et l'autre fois, je lui ai demandé, j'ai dit, c'est quoi la différence entre être en couple avec un homme et être en couple avec une femme? Et elle m'a dit, j'ai moins de charge mentale avec toi et vu que tu fais pipi assise, je préfère. J'ai trouvé ça super. Au travail, c'est fatigant aussi de se cacher. On est moins performant, on est toujours en train de faire attention pour ne pas genrer la personne avec qui on est. Bref, c'est compliqué. Et ce truc de performance, c'est important. Parce que par exemple, si vous êtes chef, vous, et que vous avez des personnes LGBT qui ne le disent pas, et ben en fait, votre équipe va aller moins vite puisqu'en fait, la personne va être moins performante. C'est un vrai truc. Il y a une partie de l'esprit qui est prise par autre chose, quoi. Néanmoins, sachez que si c'est important de pouvoir vous dire qu'on n'est pas hétéro, on ne vous doit pas un coming out et vous n'avez pas le droit de le faire à la place des gens. C'est intime, c'est personnel, on est au travail. Donc on décide de si on le fait ou pas. Et de la même manière, ce n'est pas un potin. Si vous entendez que quelqu'un fait partie de l'équipe, vous n'avez pas trop le droit de le répéter en fait. C'est pas un potin. Ma meuf, elle bosse dans une grosse entreprise, dans la tech, ce qui veut donc dire que, au contraire de moi, elle sait ce que ça veut dire comex, voilà, et elle dit les bons mots. Mais bref, elle me disait que quand elle est arrivée dans son entreprise, elle savait pas si elle pouvait faire un coming out ou pas. Parce que sachez que si les hétéros présument toujours qu'on l'est aussi, les LGBTQIA+, présument aussi que souvent, les hétéros sont LGBT-phobes. Et être LGBT-phobe, c'est un délit. Et ça commence par des petites blagues. Moi, une fois, quand je bossais, donc c'était il y a vraiment longtemps, il y avait mon chef un jour qui m'avait dit « on y va, on se donne à fond, on n'est pas des PD !» Sauf que moi, si, littéralement. Et dans mon équipe, il y avait des gens qui l'étaient, et qui n'étaient pas out. Et je peux vous dire que ça n'avait pas aidé. J'ai des petits chiffres pour vous. Dans le cadre du travail, 4 salariés sur 10 ayant vécu des agressions physiques ou sexuelles ou des propos homophobes gardent le silence. 4 personnes sur 10, c'est beaucoup. 26% des personnes qui ont été sondées dénoncent avoir été mis à l'écart par leur direction. C'était 20% en 2020, donc ça a monté. Les ouvriers et les ouvrières sont plus à risque que les cadres. 34% des personnes non LGBTQIA+, ont entendu des propos anti-LGBT. Le chiffre monte à 55% pour les personnes LGBTQIA+. Pour plus de 7 personnes LGBT+, non visibles sur 10, le fait de recadrer les comportements LGBT-phobes, de sanctionner les cas de discrimination LGBT-phobe ou encore d'avoir des collègues LGBTQIA+ visibles ou des alliés identifiables faciliterait leur visibilité. Donc voilà, au travail, finalement, on peut aussi être un allié. Bon, mais continuons avec le I, le LGBTQIA+. Voilà, c'est le I de intersexe. Les personnes intersexes sont des personnes qui sont nées avec des caractères sexuels, donc génitaux, gonadiques ou chromosomiques, qui ne correspondent pas aux définitions binaires type des corps masculins ou féminins. Le terme intersexe, il s'emploie pour décrire une large gamme de variations naturelles du corps. Celles-ci peuvent être apparentes à la naissance ou seulement à la puberté. Et dans ce podcast, d'ailleurs, j'avais interviewé une personne intersexe et elle l'a découvert à 17 ans. Voilà, vous pouvez aller réécouter l'épisode, c'est hyper intéressant, vraiment tout ce qu'elle raconte est passionnant. Et d'après les experts, il y a entre 0,05 et 1,7% de la population mondiale qui naît avec des caractères intersexués. Le haut de la fourchette étant comparable à la proportion de personnes aux cheveux roux. Voilà. Par contre, j'ai pas l'info sur le nombre d'intersexes roux. Et vous savez, souvent on parle des bébés qui n'ont pas les organes génitaux clairs, où on a demandé à leurs parents de choisir. On raconte ces histoires comme des légendes urbaines, et du coup après les bébés ils se font opérer plein de fois. Et ça, ce sont les personnes intersexes dont je vous parle. Et aujourd'hui, ces opérations, il faut savoir qu'elles sont considérées par les personnes concernées comme des mutilations. Et c'est pas OK. Il n'y a aucune raison de les opérer, ils sont en bonne santé, mais on le fait quand même pour qu'ils collent à la norme. Mais ils sont en bonne santé. Swan, que j'avais interviewée, m'avait dit qu'elle pensait qu'elle faisait partie de la première fournée des gens qui allaient être les prochains humains. Et qu'en fait, elle faisait peut-être partie des nouvelles personnes, de la nouvelle évolution, dans laquelle en fait, finalement, il n'y aurait plus de genre. Et cette idée, elle m'avait vachement marquée et ça m'avait vachement plu. Ensuite, il y a le A de asexuel ou aromantique. Alors, les asexuels ne ressentent pas d'attraction sexuelle, peu importe le sexe ou le genre de la personne. Alors, ça veut pas dire qu'ils et elles n'ont jamais de relations sexuelles. Ils peuvent, mais c'est une activité normale, comme genre faire un jogging. Et souvent, on va pas se mentir, on a la flemme de faire un jogging. Voilà, eux, c'est pareil avec le cul. Les aromantiques, eux, ne tombent pas amoureux. Et ils disent, en gros, c'est l'équivalent de dire on n'aime pas le sport. Voilà. Donc ça, ce sont tous les sigles LGBTQIA+. Et donc, il y a le plus, ça, les amis, c'est les alliés, c'est les androgynes, les gens qui se questionnent, les autres, quoi. Parce qu'en fait, il y a plein de nuances, il y a plein d'identités. Avant de terminer, si vous voulez être des alliés, qu'est-ce que nous, on attend de vous? Déjà, arrêtez la présomption d'hétérosexualité. Tu dis pas, t'as un mec, mais t'as quelqu'un? Ça ouvre une porte, on sent que c'est OK, c'est safe, c'est cool. Si quelqu'un tient un propos homophobe devant vous, reprenez systématiquement la personne. Parce que c'est vachement dur de le faire quand on est concerné soi-même. Après, on n'a pas besoin de sauveur non plus, mais juste faites-le naturellement. Ne pensez pas non plus parfois que votre boîte, elle est ouverte. Par exemple, ne vous dites pas « dans notre boîte, il n'y a pas ça, tout le monde est bienveillant, on est gentil, tout le monde est libre d'être out ». Parce que dans les faits, c'est probable que 50% des personnes LGBT se cachent. C'est les chiffres, c'est les moyennes.
Quand t'es nouveau ou nouvelle dans une entreprise, c'est un monde inconnu, tu sais pas où tu mets les pieds, donc dans le doute, au début, tu te caches un peu, tu sais, t'es à l'affût du moindre signe. Donc c'est dès le départ qu'il faut montrer les bons signes. Pour ça, une entreprise doit afficher clairement la lutte contre les discriminations, par exemple, avec des campagnes d'affichage, des collègues alliés qui laissent des portes ouvertes de façon explicite. Et donc quand c'est comme ça, tu peux te sentir libre de faire ton coming out si t'as envie de le faire. Mais il faut juste se dire que quand on est hétéro, on peut pas savoir ce que c'est que cette hyper-vigilance. Par exemple, moi je me rappelle une fois, j'ai un couple de copains qui étaient revenus de vacances avec un couple d'amis hétéros. Et moi je leur dis alors, c'était bien et tout. Et mon pote me dit c'était hyper bien les vacances. Mais franchement, j'ai senti là où on était, il y avait vraiment un climat homophobe. C'était vraiment hyper dur pour nous. Et il y avait la copine hétéro qui avait été super vexée. Elle avait dit mais pas du tout, il y avait aucune homophobie. Sauf qu'en fait, elle pouvait pas le savoir parce qu'elle le vivait pas. Et quand tu le vis pas, tu sais pas à quoi tu dois faire attention. Je voudrais dire aussi aux personnes qui pensent que la sexualité, ça ne les regarde pas, que c'est de l'ordre du privé et que ça n'a pas sa place au travail. En fait, si, on passe la plupart de notre temps au travail. Et quand, à la machine à café, les personnes hétéros peuvent raconter leur week-end, eh bien, pour les LGBT, surtout les personnes qui se cachent, du coup, c'est vachement plus compliqué. Il faudrait que tout le monde puisse prendre des jours pour la PMA, des jours parce que tes enfants sont malades. Voilà. Et si t'es pas out, tu peux pas expliquer pourquoi t'es absent. Donc, tu prends des jours des congés. Donc, finalement, c'est un peu compliqué. Alors là, je vous dis à quel point tout est compliqué aussi. Je veux juste vous dire qu'une fois que la porte est fermée et que moi, je suis chez moi avec ma meuf, c'est super. Vraiment, c'est super. Moi, j'ai beaucoup de joie. Je suis bien dans mon couple, je suis bien dans ma vie. Et je vois comment on évolue. Finalement, on est juste un couple normal. On a acheté une maison. Et c'est pas obligé d'acheter des maisons, mais voilà. On a envie d'avoir des enfants. On travaille, on s'aide, on s'aime. Et ça, c'est vachement bien. En tout cas, si jamais vous voulez vraiment aider, il y a une chose à faire, c'est écouter les gens concernés. De quoi ils ont besoin, exactement comme ce que vous venez de le faire. Alors, merci à vous de m'avoir écouté. Et je vais vous inviter évidemment à réécouter les épisodes que j'ai fait avec Océan, avec Morgane Noam, avec Lexi. Je mets les liens dans ma bio. Je réinsiste, la transphobie, c'est nul. Voilà, c'est mon slogan. La transphobie, c'est nul. Donc voilà, vive les personnes trans et bravo et gros bisous. Et voilà, ça c'était mon équipe, Mœurs Vulgaires. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.